Alors, tel que promis, non, j'ai encore fait une erreur. J'ai dit qu'on parlait des jeux vidéo, mais peu importe encore avant qu'on parle du podcast des jeux dans les jeux vidéo, on va parler du retour sur Payback. Et comme on est également mentionné dans nos prédictions de Payback, c'est la folie furieuse à la WWE Land, parce que le 31 mai aura lieu Elimination Chamber. Mais, concentrons-nous sur le présent et parlons avec Richard Adam Gagné et pour moi, Pierre-Luc Espartazo de WWE Payback. Bienvenue à Entre les quatre coins du ring. Bonne émission! Hey, salut mon cher! Bonjour monsieur, comment ça va? Ben ça va très bien, ça va très très bien. Tout un événement à Payback. J'ai extrêmement apprécié. Jusqu'à maintenant, là, depuis le début de nos émissions, c'est le numéro 1, c'est le top. Ça a été le meilleur gala. Oui. Ouais. Non, j'ai trouvé. En réalité, moi, j'ai ça avec un petit peu de sarcasme caché. J'ai trouvé un Payback un petit peu bland, un petit peu meh. Mais ça, on va en parler au fur et à mesure. Alors, moi, de mon côté, honnêtement, j'ai adoré. On va en parler plus en détail match par match. Ben oui. Mais ça a été. Il y a eu des matchs de qualité et ça a été assez égal tout le long du gala. Il n'y a pas eu des matchs pas bons puis des matchs bons. Puis il y a eu, par exemple, des fuck-ups dans plusieurs matchs. Oui. Il y a eu 3 matchs en particulier qui ont eu des fuck-ups. Ça, c'était triste un peu. Mais en tout cas, on en parle au courant de l'émission. On start ça? On start ça avec R-Truth contre Stardust, qui était un combat qui n'était pas précédemment annoncé, mais qui est un combat qui a fait partie du pre-show. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. Je savais même pas qu'il y avait eu lieu pour commencer. Je savais pour Ascension contre les Mega Jobbers, mais je ne savais pas que... non, contre les Mega Jobbers. Je suis désolé, Poker's Axel puis Macho Mandow, mais surtout Sandow qui, on le répète, ne mérite pas de se retrouver dans des bas de carte, mais ça, c'est sinon paire de manche. Revenons donc à R-Truth qui, selon mes notes, a défait Stardust. Effectivement, R-Truth a gagné. C'est bon pour R-Truth, mais c'est parce que Stardust va être à long terme un bien meilleur investissement qu'R-Truth. Fait que je ne comprends pas la logique derrière ça. Mais explique-moi donc, et explique donc aux gens qui nous écoutent, le topo de ce combat-là. C'était un match horrible. C'était pas bon. T'es-tu sérieux? C'était pas bon. Honnêtement, là, le match était hyper lent. Il y avait vraiment des gros moments de lousse entre les prises. La seule prise intéressante du combat qui a comme popé, ça a été le fameux springboard kick que Stardust fait souvent. Sinon, là, rien d'original. Je veux dire, le match qu'ils ont fait à Raw, qu'il y avait un sac plein d'araignées en caoutchouc était plus intéressant. Là. T'es-tu sérieux? Oui, ça a été vraiment... je sais pas si ça a été prévu à la dernière minute, puis c'est ça qui a fait que les gars, ils avaient pas l'air prêts. Mais sérieusement, c'était vraiment loin d'être bon. Là. Moi, je donne un gros 5.5. C'est ma pire note que je donne jusqu'à maintenant. Effectivement. Est-ce qu'il va y avoir un jour une note plus basse? Ben, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le petit bouton rouge de notre chaîne YouTube pour en savoir plus sur le futur entre les quatre coins du ring. Je pense que c'est pas mal tout, en fait, sur ce combat-là. C'est un combat très oubliable, malheureusement, pour quand même deux bons performeurs, même si R-Truth, il a l'âge qui... il aurait bientôt l'âge de la retraite, tandis que Stardust a encore une jeune carrière devant lui. Effectivement. Sinon, pour la suite, Ascension, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, moi j'ai pas vu le combat, fait que je peux pas Parfait. Donc pour la suite, je sais pas si celui-là tu l'as vu, Ascension versus The Meta Power. Non, oui, c'est qu'on on va rester avec The Meta Power parce que je pense que c'est plus juste comme nom que Mega Jobbers. Mega Jobbers c'était un running gag entre moi et des amis quand on a comparé Curtis Axel, Axelmania et Damien Sandow en Macho Man qui incarnait les Mega Powers. On s'est planté apparemment, pis solide. Non, ben le match, tu l'as pas vu dans le fond là. Le match. Moi j'ai pas vu le match, mais selon mes notes, je vois également que le match était court. Le match était extrêmement court. Oh wow. C'est ce qui était décevant. Parce que honnêtement, pour ce qu'il y a eu, c'était bien là. C'était vraiment bien. Honnêtement, si tu ne les as pas vus, même Axel, là, il est rendu, entre guillemets,
déguisé en Hulk Hogan. Il est arrivé habillé en Hulk Hogan avec la moustache blanche, la grosse moustache à la Hulk Hogan, toute la kit. Le Fu Manchu. Ah ouais, il était complet. Autant lui que Randy Savage, puis sont arrivés sur la toune Real American de Hogan. C'est vraiment ça. Les deux ensemble. Est-ce que ça l'a popé au moins? Oui, ça a popé. Okay. Les deux sont bons ensemble, là. Sérieusement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai aimé ça de ce que j'ai vu. Okay, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment bien. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se produire entre la combinaison Curtis Axel puis oui. Damon Sandow. Je pense que oui, il faut leur donner un peu de temps. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Comme je dis, Axel, veut pas, c'était son premier combat qui était vraiment dedans, là. Parce que d'habitude, il est vraiment Axel Mania, mais ben ordinaire. Mais là, il était vraiment, comme je dis, il était habillé en red and yellow, tout le kit. Oh, wow. Il a fait le pop-up à la Hulk Hogan. Là, ah non, tu me frapperas pas, puis je te frappe, puis je te fais... Il a tout fait, là. C'était... Sweet. C'est ça. Mais le match, comme je dis, a été très, très court. C'est assez fou. Puis après que, en gros, ça a été justement Axel qui a fait ça. Puis après la leg drop, l'autre gars des Ascension est venu le pousser pour briser le compte. Il a tagué avec Sando. Sando est rentré. Puis là, il y a un des deux Ascension qui sort du ring. Puis là, ça se battait un petit peu à l'extérieur. Là, Sando fait signe pour faire son elbow drop. Il monte ça à 3. Puis pendant qu'il monte ça à 3, genre l'arbitre, il fait juste comme... genre avoir l'attention ailleurs. Il y a un des deux Ascension qui monte, qui pousse Sando en bas. Mm-hmm. Ils remontent dans le ring, ils font leur finish, puis pin, that's it. Ouais. C'est extrêmement court. C'est juste ça qui était trace. Mais comme je dis, pour le reste, c'était vraiment intéressant. Ils ont bien travaillé, mais on dirait que The Ascension, sérieux, ça veut pas décoller. Ça m'énerve. Honnêtement, par exemple, en guillemets, on les défend beaucoup, mais à l'inverse, je dirais, je sais pas si c'est eux ou si c'est vraiment l'équipe créatrice, mais je regarde The Ascension qu'on a à Raw et à la WWE guillemets, et je regarde qu'est-ce qu'on avait à la NXT, et on dirait que c'est vraiment pas pareil. Je sais pas si c'est vraiment l'équipe créatrice qui essaye de les camoufler, puis qui leur dit « Ok, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça », mais on dirait qu'ils font presque rien dans le ring. Tous les moves intéressants qu'ils faisaient à la NXT, il n'y a plus rien qu'ils font. C'est bizarre. Je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais honnêtement, j'aimerais ça que The Ascension se réveille puis redevienne l'équipe qui était à la NXT. Je pense que plusieurs partagent ton opinion là-dessus parce que Là, les gens ne savent plus comment engager sur Connor et Victor. Cependant, c'est un peu comme on a vu à Raw le 19 mai passé, surtout avec la promo entre Kevin Owens et John Cena. Il y a pas encore autant de monde qui connaissent le produit du NXT comparé au produit de Raw. Ça n'a pas la même visibilité, mais quand même. Si je peux me permettre, d'ailleurs, cet angle-là était jouissif et juteux. J'ai adoré. Sans commentaire. Moi, j'ai aimé, en tout cas. J'ai vraiment aimé l'arrogance du personnage d'Owen. Aller carrément écraser la ceinture US et lever sa ceinture NXT en disant carrément juste on est plus important que eux ici. Fait que c'était vraiment bien fait. Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, Ascension contre Meta Powers, 7 sur 10 le match. C'était quand même très bien, mais vraiment trop. C'était court, mais c'était au moins divertissant. Ça avait au moins ce mérite-là. Est-ce que tu dirais ça? Oui, exactement. T'as totalement raison. T'allais dire quoi? J'allais dire, sinon, là, après ça, on rentre dans les matchs du show, littéralement. Et on commence avec le match d'ouverture qui était Sheamus contre Dolph Ziggler. Qui était un match, ma foi, on l'avait un peu prédit, c'était un match assez intense. Oh, c'était vraiment in your face. Puis comme j'avais dit aussi, on a vu un Ziggler un peu différent. Il s'est moins garoché pour rien sur Sheamus, puis il était plus calculé. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux ce qu'ils ont fait. Ziggler a eu sa vengeance, a fait embrasser son cul à Sheamus. Ouais. C'est en milieu de combat. Mais c'est surtout l'intensité qu'il faut mentionner dans ce combat-là.
Heureusement, il y a peu, heureusement, j'aimerais dire qu'il y a pas eu trop de blessures, mais non. Ziggler a quand même, Ziggler s'est ouvert le crâne. Ah, il a frappé, son headbutt, je pense qu'il a été un petit peu trop intense, ou je sais pas. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est là qu'il s'est coupé. Ouais. Ça avait pas trop l'air pire à Raw hier, je veux dire. Probablement juste une petite ouverture parce qu'il a vraiment cogné trop fort sur la tête à Sheamus. Vous savez, les points de suture de proche, il y en a quand même il n'y en a pas juste une ou deux, là. Je pense qu'il y en a près une dizaine, là. Ouais. C'était, donc ça c'est une belle ouverture qu'il y a eu. Ouais, non, c'est ça. Ça pissait le sang solide. Donc, je sais pas si c'était voulu, mais il y a même, je sais pas si c'est en rapport avec ça ou si c'était voulu, mais il a même pas le capable de se relever pour manger le bro kick. Il était à genoux puis il a mangé le bro kick à genoux. Je pense pas que ça a l'air rapport, mais peut-être. Je pense que c'était voulu qu'il soit à genoux parce que Ziggler, quand même très bon vendeur, quand même très bon, très bon, si tu veux, comme acteur. Oui. Puis le fait qu'il ait mangé le bro kick, c'était finalement pour permettre à Sheamus de rajouter comme l'expression en anglais c'est si on veut le traduire, ça se traduit comme suit de l'injure à l'insulte. Oh, effectivement. Ajouter de l'injure à l'insulte. Fait que ce qui arrive aussi, c'est que toi t'as dit que Dolph Ziggler allait gagner ce combat-là. Moi j'ai callé Sheamus. Effectivement, t'as un point. une chance qu'on joue pas à l'argent, mais encore là, on n'est pas pour le gambling non plus ici. Non, effectivement. Mais il y a d'autres, il y a d'ailleurs que je me reprends, fait que on va en parler plus loin. J'ai été surpris moi par ce combat-là. Alors moi, je vais te donner comme verdict que j'ai bien aimé le combat. Moi, personnellement, un beau 8 sur 10. Le match était vraiment intéressant. Les lutteurs, par contre, n'ont pas sorti de leur zone de confort. Ils n'ont pas rien sorti de nouveau. Donc, et sinon, le match était bien rodé. C'était agréable à regarder. Il aurait pu rajouter, comme je dis, des petites choses à gauche et à droite. Mais sinon, c'était très bien. Donc, on passe au prochain appel. On passe à un combat qu'on avait attendu, toi puis moi, quand même. The New Day qui défendent leur ceinture par équipe contre Tyson Kidd et Cesaro. Effectivement. Dans un 2 de 3. Combat par équipe. C'était très bien ça aussi. J'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. De mémoire, je lis mes notes. Au pire, vas-y, je vais lire mes notes. Écoute, moi, j'ai trouvé que le match avait un petit peu débuté de façon lente, mais c'est normal. C'était un 2 de 3. Faut que tu commences relativement lent pour que tu t'en donnes le plus possible à la finale. J'ai une anecdote à te compter, puis ça revient encore à mon fameux argument que je fais depuis le tout début de nos podcasts. C'est que là, c'est que là, à un moment donné, c'est que au fur et à mesure que la branche progresse, ça finit que la troisième chute de chute en passant, c'est The New Day qui gagne, mais c'est Xavier Woods qui fait le compte, l'arbitre s'en rend pas compte, et c'est comme ça que The New Day remporte le combat. C'est comme moi au départ, je pensais que c'était Kofi Kingston qui après avoir mangé un coup, il a couvert son adversaire. J'étais là, ça n'a fait aucun sens. Là, j'apprends que c'est Xavier Woods, je suis genre là, c'est méchant, c'est heel, c'est génial! Oh oui, puis c'est original. C'est vraiment le finish là-dessus, c'était bien. Honnêtement, puis en plus c'est drôle parce que il y a pas si longtemps que ça, en fait justement, je pense que c'était au dernier podcast à nos prédictions, tu disais que Xavier Woods ressemblait trop à Kofi. Eh ben là, il y a une utilité à ça. Il a pu passer facilement là. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait dans le fond. C'est ça. Fait que ce qui a fait par exemple que le lendemain à Raw, Xavier Woods était banni du ring, mais bon, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. J'aimais vraiment comme les trois gars qui se rejoignent, puis Kofi Kingston qui fait comme « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? » Même lui, il a pas l'air sûr, puis il fait comme « Ah oui, c'est vrai, je l'ai piné! Oui, c'est moi qui a le pinfall! » C'est comme « Ok, non, ta gueule, on le sait tous que c'est pas toi! » C'était très drôle. Non, j'ai vraiment aimé ce match-là. Ça m'a surpris. Kidd et Cesaro, encore une fois, ont innové, ont sorti des prises incroyables. Oui. J'ai vraiment
adoré leur travail encore une fois. C'est vraiment, ça, je souhaite, c'est triste, mais je souhaite que ces deux-là restent ensemble encore longtemps. Parce que, même si Cesaro mériterait d'aller plus loin en single, sérieux, c'est rare qu'on voit des équipes qui ont une belle chimie comme ça et qui sont capables d'innover match après match après match après match. C'est pas juste ça, présentement, pour Cesaro, malheureusement, comme il n'y a pas encore la totale confiance, et c'est dommage. C'est mieux qu'il reste avec Kid, parce que moi, avec Kid, on lui donne la balle, puis il roule avec, puis il roule joliment bien avec. Le reste, c'est une question d'effet boule de neige. C'est exact. Et de New Day en heel, moi, je les aime de plus en plus, parce que vraiment, ils savent bien la jouer, la gimmick heel, leur gimmick en version heel. Puis pourtant, ils n'ont pas changé grand-chose. Ils ont juste accentué certains trucs. Kofi Kingston est sorti de sa bulle, surtout. Parce que Kofi Kingston, il avait clairement de la difficulté au début à jouer en heel. Ouais. Mais là, il est sorti de sa bulle. Là, ça va bien. Puis honnêtement, comme je dis, c'est même durant le match, il y a à un moment donné, après le first fall, parce que le premier fall a été justement à Cesaro et Kid. Yes. Et tout de suite, t'as eu Xavier Wood qui est embarqué sur le coin du ring, puis Freebird Rule, il voulait rentrer puis échanger, puis tout, puis tu sais, il était vraiment intense, Xavier Wood. Il voulait vraiment par tous les moyens possibles, genre s'infiltrer dans ce match-là, puis finalement il l'a fait à la fin pareil. Le deuxième compte évidemment a été à New Day. Major fuck up de Biggie. Alors que Cesaro voulait lui faire une Tiger Powerbomb ou quelque chose comme ça. Oui, oh mon Dieu. Major fuck-up. C'était, ma foi, juste horrible. Pour vous expliquer à la maison, ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, Tiger Powerbomb, c'est bien ça, excuse-moi? C'est bien le Tiger Powerbomb qui consiste à t'as ton adversaire si tu veux en pedigree ou en double underhook suplex ou tu prends ton adversaire en position de marteau pilon, mais tu le maintiens par ses deux bras en dessous de tes propres bras. Le but, c'est que tu lèves le gars pour le flipper, pour tourner ça en powerbomb. Exact. Mais clairement, Biggie a soit mal poussé ou a mal interagi dans ce move-là. Cesaro a clairement la force pour lever le gars, là. C'était pas ça le problème. Donc, Biggie qui a vraiment mal fait sa part dans ce mouvement-là. Le move s'est arrêté en plein milieu, en gros. Là. Il s'est même pas rendu sur les épaules à Cesaro. Non, c'est ça. C'était vraiment horrible. Ça a été un des premiers major fuck-up de la soirée. C'est à peu près le seul point négatif de ce match-là pour moi. Je donne à ce match-là un 8.5 sur 10. Moi, de mon côté aussi, j'ai au début, comme j'ai expliqué, c'est un match que l'appréciation a été tuée par le compte final. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai juste comme mal vu à cause de, bon, je me répète, Xavier Wood ressemble à Kofi Kingston, ils ont l'air d'être des frères. Cette fois-là, ils l'ont utilisé à leur avantage pour faire leur heel. J'ai adoré. Mais le combat, est un de mes combats, a été un de mes combats préférés de la soirée. Pas mon préféré, mais un d'eux. Alors, chapeau aux 5 personnes et Natalia d'avoir travaillé cet excellent combat-là, en espérant que leur feud continue. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à Elimination Chamber, moi. C'est vrai, mais ça on en parlera. J'ai hâte qu'on en parle d'Elimination Chamber parce qu'il y a déjà 4 combats d'annoncés à l'Elimination Chamber. Et des nouveautés. La nouveauté avec justement le fait qu'il va y avoir un match en équipe, que c'est du jamais vu. En plus, la belt intercontinentale qui va être carrément mise en jeu et remis à quelqu'un durant ça. Donc, honnêtement, on va avoir des belles choses à parler au prochain podcast. Qui dans le fond sera la semaine prochaine, parce qu'en réalité, ça s'en vient déjà en réalité. Mm-hmm. C'est le 31 mai. Donc, la semaine prochaine, on en parle. Non, on s'est fait avoir comme on a expliqué. Et ce qui nous mène maintenant à Bray Wyatt contre Ryback. J'ai le goût d'entendre ton opinion en premier pour ce match-là. J'ai trouvé que Ryback avait de la misère à avoir de la chimie avec Bray Wyatt. C'est le premier combat ça c'est sans compter le fait que c'est le premier combat de Bray Wyatt depuis son combat contre Undertaker.
OK. Est-ce que j'ai raison de croire que Ryback est juste comme, dans le fond, difficile à travailler? Parce que il me semble que ce combat-là avait une certaine intensité, mais en même temps, je pense que c'était le pire combat de Bray Wyatt depuis ses débuts. Est-ce que je suis un petit peu sévère? Peut-être, mais en même temps, je comprends ton point de vue parce que, comme dit au dernier podcast, j'avais des grosses craintes sur le fait que, justement, Bray Wyatt ne s'est jamais vraiment battu contre un wrestler du type de Ryback. Il a toujours été contre des gars plus techniques, plus poussés vers soit le high flying, des choses comme ça. Vraiment un brawler comme Ryback, il n'y en avait pas eu avant. Donc je savais pas trop comment Bray était pour travailler avec ça. Mais il y a quand même eu des spots vraiment intéressants. Oui. Personnellement, j'ai adoré le senton du apron du ring sur Ryback. C'était comme ouf! Non, c'est quelque chose, ça. Ça c'était wow! Puis il est vraiment tombé dessus, là. Il a pas tombé les épaules ou quoi que ce soit. Il a vraiment tombé dessus Ryback, là. Non, c'est ça. C'était vraiment bien, ça. C'était ouf. C'était là, on parle de 285 livres qui tombent sur ta poitrine qui court pour créer un momentum, de deux qui saute du bord du ring, qui est peut-être, on va dire, 3-4 pieds de hauteur. Puis ces deux premiers, c'est tout le poids de ton adversaire qui t'écrase, là. Ouch! C'était vraiment intéressant. Ryback a quand même sorti de sa zone de confort durant ce match-là. J'ai apprécié de voir les quelques moves qu'il a fait, dont un bon splash de la troisième corde. Il a bien fait ça. Ouais. Il a essayé. C'était un 3-star frog splash. C'est ça. Puis au travers du combat, comme je dis, Ryback a fait le mieux qu'il pouvait. Puis ça l'a quand même donné quelque chose de très bien, moi, je trouve. Clairement, comme je dis, Bray était inconfortable et pas habitué à lutter avec des gars de cette stature-là. Il n'a pas été capable d'agir de la manière qu'il agirait à son habitude, mais quand même a très bien travaillé. Moi, ce match-là, pour, comme je dis, l'originalité, l'intensité et le bon vouloir de Ryback, je donne quand même 9 sur 10. Moi, c'est un combat que j'ai apprécié quand même apprécié le combat. J'ai quand même aimé le combat, juste sans plus ni moins. Tu sais, quand le spot effectivement le plus mémorable, c'était le senton du ring à l'extérieur. Et quand même la séquence de faux finish, Bray Wyatt essaie de son sister Abigail, ça marche pas. Ryback essaie son shell shock, ça marche pas. Finalement, revenons en situation, rapidement, très rapide, un Sister Abigail, merci, bonsoir. C'est ça. Ça a été très agréable, je trouve. Combat suivant, John Cena versus... En fait, dans 2 secondes. On va revenir sur Bray Wyatt contre Ryback. Moi, j'avais prédit que Bray Wyatt allait gagner. Moi aussi, de mémoire. Alors, on avait raison, dans le fond. On avait raison les deux. Il y a l'autre précédemment que moi j'avais pris pour Cesaro et qui de toi, de mémoire, c'était New Day. C'était New Day. Fait que... Donc celle-là aussi. Les deux premiers, t'avais raison, puis après ça, on a l'égalité. On a l'égalité. Là, on passe pour de vrai à John Cena contre Rusev. J'ai vraiment trippé sur ce match-là. Honnêtement, là, moi, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si c'est ton cas. Je le dis tout de suite, moi, c'est mon match de la soirée. Ça, c'était le match, ça, c'était le combat que les gars se sont donnés à fond. On l'avait prévu qu'ils étaient pour se donner à fond. Et ben là, ils se sont donnés à fond. Ils ont vraiment... mais en même temps, il y avait l'air de chercher à savoir quoi faire, un petit peu dans le sens que ils ont déjà comme donné beaucoup dans les précédents, mais en même temps, le I Quit match, c'est la grande finale de leur rivalité. Exact.
Comme je dis, moi, personnellement, ça a été le match de la soirée. C'est sur ce match-là que je mets mon étoile. La psychologie du match a été excellente dans ce match-là. C'était bien impeccable. construit. C'était de A à Z, la psychologie était vraiment bien installée. On a vu des éléments des matchs précédents insérés à travers ça. C'était vraiment, vraiment agréable la manière que ça a été fait. Spot vers la fin pour rappeler quand Cena avait été capable d'avoir son match pour WrestleMania. Le fait que justement Cena passed out. Donc c'était l'inverse cette fois-ci. C'était Cena qui était passed out et Rusev qui prend une bouteille d'eau pour le réanimer. Donc, parce qu'il faut qu'ils disent « I quit ». Exact. Donc, ça rappelle cet élément-là. Sinon, en général, comme je dis, les deux, j'ai beaucoup apprécié le fait que les deux ont agi avec beaucoup de menaces durant le match. C'était, regarde, tu quittes, sinon tu t'en vas dans les marches. Tu quittes, sinon je te passe au travers du mur. C'était vraiment menacer l'autre pour vraiment essayer de le faire quitter. Et ça ne marchait pas à chaque fois. Les deux hommes ne voulaient pas abandonner, ne voulaient pas quitter. Et ça finit que un spot que ça fait longtemps qu'on a pas vu à la WWE. Je pense bien qu'on a quasiment jamais vu ça. J'ai vu surtout ça dans les fédérations indépendantes, mais pas dans la WWE. C'est un lutteur qui défait le coin carrément, là, jusqu'à défaire même le turnbuckle. Mm-hmm. Pour conserver contre son adversaire, mais dans le cas de Rusev contre John Cena, c'est Rusev qui prend le turnbuckle et ça survient contre lui. Ce qui a fait que Rusev a entre guillemets abandonné sur le STF avec le coin au visage. Pour expliquer pourquoi mon cher compagnon dit a apparemment abandonné, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Rusev, lui, il dit Nine, il veut pas abandonner, mais il se met à parler dans une autre langue. Il se met à parler en russe. Et il gueule no predancia, ou je sais plus trop exactement, qui est j'ai trouvé sur internet que quelqu'un qui a traduit ce que Rusev a dit et c'est sur certains points hilarant dans le sens que il a dit I gave up. Mm-hmm. Il dit des trucs du genre I gave up, it's really painful. Ça fait vraiment mal. Curse your mother, John Cena. Ça, j'ai passé à rire en disant ça. Ok. Je dis que ta mère soit maudite. C'est très européen comme et très vieux jeu comme insulte, mais je veux dire, de là peut naître plusieurs jokes de ta mère, mais ta mère John Cena. Que ta mère soit maudite, John. Donc, c'est ça. Et en gros, puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe, l'arbitre, lui, il fait rien. Mais finalement, c'est Lana qui embarque dans le ring et qui prend le micro, il fait comme, et qui dit, il give up. Il abandonne, he give up, là, arrêtez le match. Et finalement, le referee fait sonner la cloche. Effectivement, parce que dans les règles d'un quit match, c'est comme un combat de la serviette. S'il y a quelqu'un qui te représente, que ce soit manager ou juste comme l'accompagnateur, tu peux être instrumental puis déclarer que ton poulain est à abandonner. Exact. Donc, comme je dis, il y a eu vraiment des très beaux spots. Oui. Le seul spot manqué... Oui, il y a un spot qui a été manqué. Okay. Pour ça, ouais, c'est le premier Alabama Slam au travers de la table. La table qui n'a pas cassé. Ah oui, ça d'ailleurs, il y a ça d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, parce qu'on y arrive après ce combat-là. Il y a eu trois Alabama Slam durant l'événement. Mm-hmm. Et les deux premiers Alabama Slam, c'était des fuck-up total. C'est pas une prise facile à exécuter, j'en conviens. Mais en même temps, c'est pas non plus sorcier. Sorcier dans le sens que
ça sortit dans le sens que, tu sais, on dit souvent, c'est un travail d'équipe, et bien, le Alabama Slam n'est pas plus différent que ça. Fait que écoute, je sais pas si tu connais la joke, mais cette joke-là, mais ça, c'est parce que, dans le fond, la table a pas vendu pour Rusev. La table a pas vendu pour Rusev. Non, parce que, écoute, c'est une table anglaise, parce qu'en Angleterre, écoute, les tables, ils vendent pas pour les lutteurs. Non? Non, les tables ont des égos en Angleterre. Je savais pas, non, j'étais pas au courant. Non, le gars que je rencontre, mesdames et messieurs, c'est parce que, vous allez savoir ça sur Internet, No Selling Table Wrestling. Le running gag, c'est dans des fédérations en Angleterre. Il y a plusieurs lutteurs qui essaient de faire casser les tables et ça ne casse jamais. C'est pas à cause que c'est mal coupé, c'est pas à cause que le lutteur est trop petit ou whatever. C'est juste, ça casse pas. Alors, les lutteurs intelligents, heureusement, qui en ont fait une gimmick. Mais ça est devenu quand même, grâce au web, un running gag, ma foi, quand même, bien sympathique. Et là, on a vu l'apparition de le No Selling Table à Payback dans le combat John Cena contre Rusev. Effectivement. Donc c'est ça. Comme je dis, ce match-là, pour expliquer simplement, parce qu'on va faire court, au début, ça a été très, très dominé par Rusev. Vraiment, Rusev qui a pris un grand over au début. Ça a été long avant que Cena soit capable de faire quelque chose. Il a vraiment paru dominant et fort. Jusqu'à temps que les Steel Stairs embarquent en jeu. Ouais. Très belle utilisation des stairs dans le coin. J'avais jamais vu ça avant. De placer les stairs de côté et non pas de face. Vraiment dans le coin et de whipper l'autre directement dans les escaliers. Ouais. C'était bien fait. Tout ce qui a été fait avec les marches en acier ont été très bien exécutés. Par la suite, ça s'est transféré à l'extérieur du ring. Cena qui passe Rusev au travers d'un muret de sécurité. Oui. Ensuite, ça sous menace, ça c'est dit. Oh, sur menace, c'est exactement là. C'est genre t'abandonnes ou je te passe à travers le muret. Exactement. Puis lui, Rusev qui fait comme, justement, il fait comme Nine, il veut pas abandonner, puis en se retournant, Cena qui fait juste bang au travers du mur. C'était bien fait, bien exécuté. C'était un très bon match. Je veux dire tout de suite, c'était un très bon match. Toi, c'est ton étoile. Moi, c'est mon deuxième préféré. Ok. C'est ça. Puis le seul, après ça, comme je dis, ça s'est transporté derrière. Il y a eu le spot, malheureusement, de l'Alabama Slam, la table qui a pas cassé. Ils ont quand même joué avec ça, puis ils ont continué. Puis finalement, il a refait l'Alabama Slam, et cette fois-là, la table a cassé. Ouais. Puis ensuite, ça s'est transporté à la pyrotechnie. C'était quand même agréable, ce bout-là. Mais c'est en même temps un petit peu douteux. Ouais, ben c'est... Mais bon, on va fermer les yeux là-dessus. C'est ça. Donc, Rusev qui abandonne pas en faisant ça, là, j'étais comme, OK. il est fou, quoi, lui, là. Dans la logique de la chose, là. Oui, il vient de se c'est faire ça. passer au travers de la pyrotechnie. C'est comme, tu viens de te faire brûler par des affaires de même, là. C'est comme, non, je suis pas convaincu que le gars, il quitterait pas. Non. En tout cas. Et après ça, le dernier gros spot, la souplesse à travers de la guardrail. J'étais comme, ouf, ça doit pas être confortable d'atterrir là-dessus. Non, pas vraiment. Je confirme. Donc, en gros, ce match-là, comme je dis, était pratiquement impeccable. Je donne 9 sur 10. Et avant de passer au suivant, partant de là, est-ce que moi au départ, on en a déjà parlé, on s'était dit que Rusev, s'il était pour perdre contre John Cena, surtout que c'est une troisième fois de suite que Rusev perd contre John Cena, ça allait, le passage allait être fini. Cependant, il a perdu à cause de Lana. À part que c'était prévisible, parce que les oui-dire persistaient comme quoi que Lana allait abandonner Rusev de toute façon. Exact. Est-ce que Rusev peut encore être un personnage crédible ou pas? Oui, parce qu'il a quand même paru très dominant. Il a vraiment eu des Finalement, bons overs. c'est ça. C'est ça, il a très bien paru dans le match. Il a pas juste paru comme un gars qui give up. Il a paru comme le tough de chez les toughs, là.
C'était vraiment très bien fait. Fait que moi, je pense, présentement, honnêtement, la seule crainte que j'ai, on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Ouais. Mais j'ai vraiment peur qu'il se revire de bord puis qu'il donne la belt intercontinentale puis qu'on aille un retour de l'an passé, qu'il va garder la belt durant 1 an et demi invaincu. Puis ça, c'est ma petite crainte que j'ai présentement parce qu'il va être dans l'Elimination Chamber pour la belt intercontinentale. Mais perso, moi, Rusev, je trouve qu'il a une très bonne qualité de champion. Oh, ça c'est clair. Puis comme je dis, j'ai hâte de le voir agir tout seul s'il va être capable d'être aussi charismatique. Parce que l'annonce, on s'entend, elle a du charisme pendant revendre. Mais Rusev, comparé au Vladimir Kozlov, puis ben d'autres personnes qui ont des gimmicks d'étrangers, Rusev sans s'ennuyer justement pour être capable de pouvoir agir en tant que cavalier seul. Exact. On va ça, il y a juste l'avenir qui va nous le dire. On va voir. Mais c'est à surveiller. Next match. Naomi et Tamina contre les jumelles Bella. C'était-tu prévu ce match-là? C'était pas prévu ce combat-là. C'était pas originellement annoncé. Mais c'était là pareil parce que en fait, oui, il avait lancé le défi, mais c'était pas clair nécessairement. Peut-être aussi parce que dans l'enregistrement du podcast, nous on a enregistré avant la diffusion / les annonces de SmackDown. Mm-hmm. Ce qui fait que là, ensuite le match a dû être officialisé entre-temps. Mais ça change pas le fait que ce combat qui est quand même apparu tard, qui a eu lieu. Et c'est un combat par équipe qui, si je peux ouvrir, moi j'ai été impressionné par Naomi. Tamina me semble craintive. Les Bella, ben c'est parce que si moi j'aime pas, c'est le fait que tu mets en avant-plan la moins bonne, puis la meilleure, tu la mets en arrière-plan. Ouais. Moi c'est parce que là, j'ai pas trippé tant que ça. Je veux dire, moi personnellement, j'apprécie beaucoup Tamina. J'espère qu'elle va être capable de reprendre confiance. Ouais, parce que elle a été un an sans lutter? Ouais, mais j'ai des belles espérances pour Tamina. Je t'en parlais hier. Moi, je me croise les doigts pour qu'on ait la chance de voir un triple threat entre Charlotte, Tamina Snuka et... qui j'ai dit hier? Je suis blanc. Voyons, Charlotte, Tamina Snuka, puis Natalia. Natalia, ben oui. Donc vraiment, la descendance des Hart, la descendance des Snuka, puis la descendance des Flair. Ce qui donnerait vraiment de quoi d'incroyable. Ça serait vraiment Sur bon. papier, en tout cas, oui, mais ça, c'est aussi le fait qu'il faut avouer que Natalia a une très belle lutte. De toute façon, il y a déjà une rivalité entre Tamina Snuka et Natalia Neidhart, et la rivalité s'est avérée d'avoir mis en valeur les deux filles comme étant pas filles mais des femmes, comme étant des lutteuses, des vraies lutteuses. Malheureusement, ça a pogné avec la foule, ça a juste pas pogné avec l'équipe créative et l'administration, ce qui est très dommage. Maintenant, c'est Tamina est aux côtés de Naomi. Mm-hmm. Puis c'est maintenant son moment pour reprendre où c'est qu'elle a laissé avant sa blessure. Ouais. Moi, je trouve juste ça triste que Tamina Snuka est trop souvent utilisée en background. Oui. Jusqu'à maintenant, c'est très souvent genre la fille qui suit une autre fille puis qui la protège. Ça a été le cas avec AJ Lee. Là, c'est le cas avec Naomi. Je trouve ça un peu triste de la mettre en background parce qu'elle mérite d'être en avant-plan. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est son charisme, mais en même temps, ça vient dire ce qu'on a dit au début, si Tamina, tu la mets tu la mets en avant-plan, tu lui montres que tu as confiance en son talent, elle peut te sortir des belles choses. Exactement. Donc, comme je dis, moi, ce match-là, il a été correct. Je donne 7 sur 10, mais il n'y a rien qui a ressorti de ce match. Naomi a quand même fait une belle performance. Encore une fois, je commence à... Ça commence à vraiment me faire suer la psychologie des Bella. Même si Nikki c'est la championne, il y a des maudites limites à ce que parce que Nikki ce soit la championne diva,
ça soit Brie qui mange tous les coups, puis que Nikki soit la quasi imbattable. Mais de l'autre côté, Naomi et Tamina ont gagné le combat sur les Bellas. Exact. Dans un combat qui était effectivement sinon ordinaire. Et parlant de choses qui justement n'est pas ordinaire, peut-on parler du prochain combat qui a été une belle surprise? Neville contre Kane Barrett. En semi-finale. Non seulement en semi-finale, mais une troisième confrontation où que là, encore une fois, au même titre que The New Day contre Tyson Kidd et Cesaro, les deux lutteurs ont su sortir de belles choses et même des nouvelles choses. Oui, effectivement. C'était un match qui était presque près de la perfection. Il y a eu juste un fuck-up. Le fait qu'à un certain moment, Neville a voulu sauter par-dessus la troisième corde pour sortir du ring. Il a manqué son coup. Ouais. C'est le seul fuck-up du match. Sinon, le match était vraiment proche de la perfection. C'était vraiment original. C'était vraiment bon. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui a pas ressorti, qui a sorti négativement de ce match-là. C'était vraiment solide. La fin, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Au début, quand j'ai vu Barrett se faire count-out volontairement, j'ai comme fait, c'est ordinaire. Avec ce qui s'est rajouté par la suite... C'est classique heel de... dans le fond, je m'en fous, j'ai rien à te prouver, mais moi, je suis le King of the Ring. Fait que buzz off, you know? Oui, mais Barrett fait un peu ça trop souvent de ce temps-ci. Mais ça, je trouve ça effectivement réducteur vis-à-vis du personnage de Barrett, mais... mais en même temps, c'était pour son personnage, il va juste comme, je dirais pas qu'il va se foutre des paysans comme Neville justement, pour finalement ensuite, je pense que c'est ce que t'allais dire, pour que dans l'après-match Neville ait le dessus sur Barrett. Exact. Neville qui a brisé le sceptre en faisant sa German suplex. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, mais ça, c'était un prop qui était pas très très solide. Non, effectivement. Non, la German suplex a très très bien rentré. C'était vraiment beau. Moi, Neville, j'ai tellement rien. J'adore Neville. Ce lutteur-là, là. C'est tout près de la perfection. Je pense que c'était son premier fuck-up ever. Puis, ça peut être aussi niaiseux que, genre, il a mal swingé un petit peu, il a mal sauté, il a glissé, whatever. Puis c'est pour ça qu'il a pas été capable de sauter par-dessus la Il a été trop vite, selon moi, Neville, exactement. Mais c'est ça qui aussi que Neville aime, c'est que les gens aiment de Neville, c'est qu'il est rapide, sinon en plus de ça, précis, à part pour ce spot-là. Ouais, il est chirurgical, là, je veux dire, son maudit finish, le Red Arrow, là. Ouais. C'est sérieux, c'est tout le temps, à chaque fois, bien placé, là. Il a jamais manqué ce move-là, puis c'est tout le temps placé parfaitement, là. C'est vraiment incroyable, là. Sinon, en tant que tel... Quand t'as aimé ce match-là? Moi, comme je dis, j'ai adoré ce match-là. J'ai adoré l'après-finale. Ça a été un match qui était vraiment solide de A à Z. Même Barrett. Comme je dis, Barrett, c'est pas un de mes préférés, mais il finit tout le temps par ressortir un petit quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Moi, ce match-là, je donne 9 sur 10. Cependant, je peux me permettre, les deux, on avait dit que King Barrett allait gagner. Oui, effectivement. Puis on s'est planté les deux. Oui! Mais ça arrive. Et ça fait peur. C'est comme... En plus, c'est pas juste. Barrett a fait exprès. Pas juste, là. Il a écouté notre podcast, c'est juste pour avoir de la Heel Eat, m'a faire un des comptes, là, puis les deux animateurs entre quatre coins du ring, ils vont en parler dans leur podcast. Alors, Wade Barrett, c'est fait, on va en parler, mais on t'aime pareil. C'est ça. Ce qui me fait là, on oublie souvent d'ailleurs de revenir sur nos prédictions. John Cena contre Rusev. Moi, j'avais dit que Rusev allait gagner. Toi, t'as dit que John Cena allait gagner. Donc, tu as eu raison. C'est vrai, exactement. Pas dans ma face. Je suis surpris, là. Ben, c'est ça. C'est ça, je te disais, je me reprends plus tard. Fait que c'est pas grave. In my face.
Donc, on y va pour la finale. Main event time, mesdames et messieurs. Un main event qui spoiler, est pour moi le match de la soirée. Le match était très bien. J'ai adoré ce match-là. J'ai adoré tout. J'ai adoré le fait que tout le monde a eu le temps pour bien shiner. J'ai adoré la psychologie qu'a emmené Dean Ambrose, que Roman Reigns a suivi. Pour moi, Seth Rollins, ça demeure un excellent choix. Un choix frais pour un champion mondial. Randy Orton, il y a eu des craintes qui étaient pour être, si on veut, le maillon faible. Merci. Et qui était juste là pour faire des RKO, a démontré qu'il avait encore sa place dans le main event. Ma grande surprise, c'est que Seth Rollins a couvert Randy Orton. Effectivement. Je pensais que c'était pour être Dean Ambrose. Eh ben non, Dean Ambrose, ça va être Dean contre Ambrose contre Seth Rollins pour le main event de Elimination Chamber le 31 mai prochain. Mais ça, on en parlera plus tard. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'a pas encore vu SmackDown, parce qu'on n'a pas vu en réalité Roman Reigns de la soirée à Raw. Donc, et Reigns fait son retour à SmackDown. Donc, c'est pas 100% impossible que lui aussi fasse des siennes, puis que ça soit un triple threat à Elimination Chamber. Sauf que là, des combats à plusieurs lutteurs, ça commence à faire. Là, faut revenir focus avec des combats à un lutteur pour builder, ou plutôt, dans ce cas-là, maintenir la crédibilité de Seth Rollins. C'est pas 100% faux. On va voir. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait avec Reigns? C'est juste ça ma question. Je me demande qu'est-ce qu'on fait avec. Parce qu'il peut plus feuder avec Big Show. En fait, je sais plus pourquoi il peut plus feuder avec Big Show. Quelqu'un peut m'expliquer? Ben, le fait que Big Show, il est pas là. Oui, mais il est pas là pourquoi? Il est pas blessé? Ben, je sais pas. Sérieusement, c'est weird. J'ai pas eu d'explication là-dessus. Est-ce qu'il fait juste jouer le fait qu'il s'est fait blesser durant ce match-là? Ça a été trop rough pour lui. Est-ce qu'il a vraiment été blessé? On le sait pas, ça, rendu là. On n'a pas eu de nouvelles de lui du tout. Non, c'est ça, je sais pas. Mais c'est un match qui était quand même très bien coordonné. Ça aurait pu ne pas marcher. Eh ben non, ça a super bien marché. Ouais. Sauf que c'est comme ça, sauf que c'était effectivement aussi un combat assez, si on veut, tu sais, Seth Rollins, puis là sa gimmick, il y a eu l'aide de Jimmy Noble, de Drew McCurry et de Kane. Ben justement, j'allais dire, moi j'ai 2 points négatifs à ce match-là. Raconte-les. De un, le fait que c'était pas un 4-way, c'était un 4 versus 3 handicap match. Oui. Dans un sens. Ou un 4 contre 1 contre 1 contre 1. Ouais, c'est ça. Mais encore là, les 3 autres ont travaillé ensemble aussi. Là. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. Là. Écoute, la réunion du Shield, c'était le temps que j'ai, entre guillemets, marqué out, mais c'est ce genre-là. J'ai adoré aussi que ça venait. D'abord, c'est Roman Reigns fait le triple powerbomb, les trois gars font le triple powerbomb à Randy Orton à travers la table. Ensuite c'est Seth Rollins qui est au milieu, il fait le signe du Shield. Puis, tu sais, il insiste, il est innocent, il insiste, yes sir, le Shield est revenu. Les deux autres sourient. Rollins insiste encore une petite affaire. Là, il se rend compte. Et là, il se rend compte que Dean Ambrose et Roman Reigns, il attend plus à rire. Ah, c'est ça. C'était bien cute, là, ce petit retour du Shield, là, pour 30 secondes, là, mais... c'est un beau retour. C'est pas fini, là. C'est fuck off, là, t'as pas rapport. Moi, j'ai vraiment aimé Dean Ambrose qui riait à moitié à côté. Puis genre, dans l'éclair, il devient full sérieux. Oui, c'était bon! C'était du bonbon! C'était du bonbon. Ah oui. Puis par la suite, en gros, ce qui a suivi, les deux qui se sont attaqués ensemble à Rollins, qui l'ont mis sur la table. Léger fuck-up encore une fois. La table a pas vendu. La table a pas vendu, effectivement. Non, c'était la table espagnole, mais c'était peut-être que peut-être que la table espagnole a été importée d'Angleterre encore une fois. Là. C'est ça, possible. Donc, en gros, Rollins qui est placé sur la table des annonceurs. En gros, ils font un 2
2 powerbomb à la place d'un triple, un double powerbomb à Kane sur Rollins. La table qui casse pas, ça a dû être inconfortable comme atterrissage. Oui. Puis, et la fois, elle a demandé, même si c'était un fuck-up, one more time, une fois de plus. Oh, et puis finalement, les gars qui se regardent qui font on va le faire! Fait que là, il fait, puis là, tu vois Dean Ambrose qui pousse et qui donne toute la pression possible sur Kane pour que la table en casse cette fois-là. C'est vraiment drôle de voir Dean Ambrose, vraiment, là. Il faut que la table en casse soit là. Il pousse sur Kane vraiment comme il faut. Là, les deux se regardent et ils disent, ben là, il reste juste une 2. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on a rien mieux à faire, on va se taper sa gueule. C'est ça. Ben, carrément, Reigns qui dit je vais te chercher à la bière. Do I get the beer? Finalement, Dean Ambrose qui embarque dans le ring. Puis non, on continue ce match-là, on finit ça. Puis ça a été beau. Sérieux, ce match-là a été, comme tu disais, je suis très d'accord sur le fait que ça a été bien construit. Tout le monde a eu son over. Tout le monde s'est battu avec tout le monde. Il y a vraiment eu des échanges entre chaque duo. C'était vraiment bien. Mon deuxième point négatif, le match, je l'ai trouvé quand même un peu long, par contre. Ça va être un peu plus court. C'est le deuxième match plus long, selon mes notes. Le match a duré un petit peu en bas de 24 minutes. Mais le combat Cena contre Rusev a duré en bas de 28 minutes. Donc c'est ça. C'est peut-être la seule chose. Donc toi, tu dirais qu'il y a peut-être eu des longueurs dans Fatal 4-Way? Un petit peu. À la fin, j'étais comme c'est bon, là, mais genre, finissez ça, là, tu sais. Puis sinon, la finale, j'ai adoré. Je souhaite que vraiment Rollins fasse du pedigree, son finish. En gros, il fait un pedigree sur Rollins. Tant qu'à se faire enlever le curb stomp, honnêtement, ça serait la chose la plus logique de lui donner le pedigree. Ça serait vraiment hot. Oui, pour comme son hommage / démontrer que c'est lui aussi vraiment un Triple H guy. Oh, au coton, à fond la caisse. Puis il le fait pas mal en plus, là. C'est un beau pedigree qu'il fait, là. Oui, il était très 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 bien. Il a très bien réussi ça. Donc c'est ça. Moi, ce match-là, je donne 9 sur 10. Ça a été un des très bons matchs. Moi, c'était le match, mon match préféré de la soirée. C'est le Fatal 4-Way entre Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose et Randy Orton. Où, je répète, ma plus grosse crainte, c'est révéler fausse. Je suis même content. C'est d'ailleurs un match où c'est que notre prédiction s'est avérée vraie. On avait dit tous les deux que c'était pour être Seth Rollins. On se demandait toutes les deux l'impact que Kane aurait dans le match. Finalement, Kane qui a décidé de se joindre à Rollins. Oui, alors, et ça pour garder une job qui était prêt à dire, ben, fuck off, moi j'ai donné mon 2 semaines de notice. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. On va voir prochainement. C'est quand même agréable ce qui est arrivé durant ce match-là. Comme je dis, moi, vous avez vu, il y a eu beaucoup de 9 sur 10 dans cette soirée-là. Il y a vraiment plusieurs matchs qui j'ai trouvé excellents. Ça a été une très belle soirée. Moi, comme je dis, ça a été ma soirée préférée depuis qu'on a commencé à faire notre show. Alright. Depuis dans le fond WrestleMania. Exact. Fait que sur ce, on passe maintenant à la conclusion de ce podcast. Un autre podcast court dans ta face, mais down and dirty comme on les aime. Alors, Monsieur Richard, on a gagné. Si nos fans, nos auditeurs veulent te rejoindre et discuter de lutte avec toi personnellement, comment peuvent-ils le faire? Très simple, par les biais de notre page Facebook, entre 4, le chiffre 4 coin avec un S sur Facebook, vous me commentez ou me laissez un message privé là-dessus, je passe faire mon tour à tous les jours sur cette page-là. Si vous voulez me rejoindre réellement plus en privé et me parler à moi précisément, vous pouvez me rejoindre sur mes 2 pages privées, Richard Adam Gagné ou Demon Drake. Et toi, mon cher? On peut me rejoindre par le biais de antithèse@yahoo.ca ou gmail.com. Je vous invite à suivre le Twitter de Entre 4 Coins de la même manière que le Facebook entre le chiffre 4 et coin au pluriel. D'ailleurs, ce qui risque d'arriver pour le Twitter, c'est qu'il risque d'être plus actif dans la mesure que il va avoir des nouvelles
des nouvelles plus intéressantes et les moins, si on veut, bullshitters vont apparaître sur le Twitter. Voilà pourquoi. C'est qu'on s'entend on s'entend que c'est méro de lire sur Internet les nouvelles, mais plusieurs d'entre elles, ça s'avère être faux, ça s'avère être n'importe quoi, ou ça s'avère à être, dans le fond, ce qu'on appelle en anglais du clickbait. C'est quelque chose que je veux éviter avec Entre quatre coins d'urine, et là-dessus, je pense que mon collègue Richard Adam Gagné est d'accord avec moi. On veut que notre podcast soit un podcast le plus intègre possible. Si on se trompe, on le dit, on s'excuse, et on passe au prochain appel. Je suis totalement d'accord. Alors, mais je vous invite néanmoins à prendre contact pour des questions plus générales. C'est des questions plus générales pour Richard ou moi. Il y a effectivement le courriel officiel de Entre quatre coins d'urine, qui est le entre 4 coins au pluriel @gmail.com. La semaine prochaine, je vais prendre une chance. La semaine prochaine, on va parler de Elimination Chamber, probablement. Merci beaucoup. C'est possiblement de Elimination Chamber. Mais ne vous en faites pas, le podcast sur les jeux vidéo va arriver. D'ici 2 semaines, logiquement. Logiquement, d'ici 2 semaines, effectivement. À moins que cette semaine ou la semaine prochaine, il annonce un autre pay-per-view pour dans une semaine ou 2. Qui ça serait un clickbait pour le WWE Network? C'est ça. À moins qu'il annonce encore une surprise comme ça. On devrait y aller de l'avant avec le podcast sur les jeux vidéo. Et par la suite, viendra probablement TLC. Alright. Pas TLC, excusez-moi, Money in the Bank. Oui, juillet, c'est effectivement Money in the Bank. Et là, dans l'événement, j'ai hâte de savoir également qu'est-ce qui va arriver, parce que là, on se rappelle que c'est que Seth Rollins est un ancien détenteur du Money in the Bank. Fait que ce qui veut dire que là, Seth Rollins va devenir la cible, mais il va devenir la cible de qui? Oh oh! Ouais, ça, on va le savoir dans un mois. Un mois ou deux. Alors, pour Richard Adam Gagné, ici Pierre de Quesson-Toujours, qui vous dit merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!